Alors, je vais aborder cet après-midi un sujet qui fait polémique un peu en France métropolitaine. C'est le sujet de savoir à quelle civilisation les Français peuvent se référer. Alors, certains parlent de la civilisation gauloise, d'autres de la civilisation judéo-chrétienne, d'autres de civilisation multiples. Voilà. Alors, d'abord, voyons comment on pourrait définir une civilisation. Moi, je définirais une civilisation comme un ensemble humain cohérent, plutôt vaste, ayant des siècles, parfois des millénaires, les mêmes atavismes, les mêmes goûts culturels, les mêmes manières de penser et de réagir, les mêmes imaginaires et les mêmes croyances anciennes. Cela éliminerait donc toute forme de religion ou de culture imposée d'extérieur. Notez bien que j'utilise ici le conditionnel, car tout dépend de ce que les populations dominées ont fait ou font encore des croyances et cultures qu'on leur a imposées, et qui leur étaient donc totalement étrangères au départ. Et justement, on entend souvent dire que la France est de civilisation judéo-chrétienne, ce qui horripile les partisans du laïcisme, mais convient généralement aux nationalistes français. Mais justement, peut-on dire que le judaïsme et le christianisme, en France et dans la plupart des pays européens, représentent des éléments avérés de civilisation commune? Le judaïsme ne concerne qu'une toute petite minorité française, les autres citoyens ne connaissant quasiment rien des dogmes et des rites de cette religion. Concernant le christianisme, auquel la grande majorité des Français se réfèrent, il est avéré que la connaissance de Jésus-Christ s'est répandue durant le premier millénaire de notre ère, à partir de la Palestine, d'abord vers l'Anatolie, la Grèce et l'Afrique du Nord, tout proches, puis relativement tôt chez les Latins, plus tard et très irrégulièrement, selon les régions, chez les Celtes de Gaule et de Bretagne, et enfin chez les Germains et les Slaves. Je dis bien la connaissance et non la christianisation. Le terme christianisation sous-entend une foi chrétienne généralisée, ce qui ne fut pas le cas très tôt sur le territoire de la France actuelle. Un certain nombre de Celtes qu'on prétend de nos jours gallo-romains, sans même être certains qu'ils ont été effectivement romanisés, avaient probablement entendu parler de Jésus le Galiléen à partir du IVe siècle de notre ère. L'appelait-il déjà Christ, qui est un mot grec signifiant qui a reçu l'onction, rituel juif qui normalement intronise un prétendant au trône d'Israël, alors qu'aucun évangile ni épître n'atteste que Jésus aurait reçu cette onction. D'ailleurs, le Jésus des Écritures ne s'est jamais dit roi des Juifs. C'est pourtant ce dont l'accusaient les grands prêtres du temple de Jérusalem qui ont réclamé à Pilate sa mise à mort. Alors les Celtes de la Gaule du IVe siècle étaient-ils au courant de sa crucifixion? Rien n'est moins sûr, car les premiers chrétiens parlent peu de la mise en croix de leur guide spirituel. À l'époque, leurs petites communautés ont choisi le symbole du poisson, sans doute en souvenir de la pêche miraculeuse de Jésus dans le lac de Génézareth. Mais beaucoup d'entre elles doutent de sa divinité. Et ce doute, qui va se répandre au fur et à mesure que la nouvelle religion gagne en Europe, surtout à partir du moment où elle devient la religion privilégiée de l'Empire romain, fera l'objet de débats acharnés entre les clercs de l'Église primitive. Le concile de Nicée, 325, convoqué par l'empereur Constantin, aboutira à la condamnation d'une première hérésie, l'arianisme. Le moine Arius soutenait mordicus qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu, celui du ciel, et que Jésus n'était que le plus grand des prophètes. Ses adeptes, notamment les élites gaules, burgondes et autres vandales, venant de rejeter leurs anciens dieux multiples du panthéon germanique, pour cette foi en un Dieu unique, n'allaient pas se remettre à croire à deux et même à trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceci prouve au moins que le christianisme ne s'est pas répandu de gaieté de cœur en Europe, puisqu'il a fallu d'abord qu'il devienne religion d'État en 312, alors que Constantin ne s'était pas encore converti. Cette décision de l'empereur romain reste toujours inexpliquée. Puis l'excommunication d'Arius en 325, et malgré cela, quelques évêques récalcitrants maintiendront leur soutien à l'arianisme jusqu'à la fin du VIe siècle,
notamment chez les Germains, preuve que les préceptes de l'Église romaine ne faisaient pas encore autorité. Aujourd'hui, les historiens spécialistes de l'Antiquité tardive pensent qu'en 312, le christianisme est la religion de moins de 10% des habitants de Rome, ville la plus christianisée de l'époque. Au siècle suivant, au pluriel, les chrétiens, même en comptant les adeptes de l'arianisme, restent très largement minoritaires dans toute l'Europe, particulièrement en Gaule, où le druidisme est loin d'avoir disparu. Il faudra l'envoi par le pape à partir du 7e siècle de moines missionnaires pour arriver à convertir les élites anglo-saxonnes de Grande-Bretagne, et très curieusement, celles d'Irlande les ont précédées dans cette conversion au christianisme de quelques dizaines d'années. Ces élites irlandaises vont très mal accepter les évangélisateurs latins, et les moines irlandais resteront longtemps des opposants à l'Église romaine, trop centralisés à leur goût et surtout calqués aux hiérarchies de l'Empire romain. Notons au passage que l'Irlande n'a jamais été romanisée. C'est elle qui conservera le mieux les us et les croyances celtiques grâce aux moines chrétiens qui avaient adopté la tonsure et la tenue des druides. Sur le continent, à la fin du 8e siècle, Charlemagne voudra même convertir ses frères germains par la force. Eh oui, Charlemagne était allemand. Au passage, notez que certains historiens germaniques contestent fermement son existence, ou en tout cas qu'il ait été empereur d'Occident. Il aurait été couronné par le pape Léon III en l'an 800. L'Église, avec ses princes et ses rois très chrétiens, qu'elle désigne elle-même, ne cessera de mener de véritables guerres contre ce qu'elle considère comme le paganisme. Les croisades, les campagnes contre les hérétiques ariens, puis cathares, les tortures et les bûchers de l'Inquisition, les massacres des protestants se feront au nom de Jésus-Christ, que les mêmes criminels n'hésitent pas à présenter comme un Dieu d'amour. Durant toute la période médiévale, les cultes dits païens se maintiendront pourtant, au point que certaines parties de la France, comme la Bretagne, annexée en 1532, et quelques provinces voisines, Anjou, Poitou, Maine, jugées insuffisamment chrétiennes ou quasiment déchristianisées, feront l'objet de grandes missions d'évangélisation au XVIIe siècle. Dire donc que la France est de civilisation judéo-chrétienne apparaît comme une contre-vérité ou pour le moins une méprise. Difficile d'affirmer de quelle civilisation commune est la France, tant le pays apparaît divisé culturellement. Le président de Gaulle ne déclarait-il pas « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» La langue française n'est parlée par tous les Français que depuis à peine un siècle. Que parlait-on avant? Mais le patois, tiens, qui n'était selon les Parisiens que du français déformé. Ben voyons. Non, dans l'Ouest, on parlait entre autres le breton, langue celtique, ou le gallo. Dans le Sud, l'occitan, ou le provençal. Dans le Nord, le flamand, ou le picard. Dans l'Est, l'alsacien, germanique donc, ou le champenois, etc. Et dans les îles des Antilles et des Mascareignes, les langues créoles, ne l'oublions pas. Mais sur le continent, sur 550 000 km² français, il y avait au moins une vingtaine de langues différentes. Et cela, il y a moins d'un siècle. La preuve, ces langues que l'on croyait perdues ont toutes été conservées, et leurs défenseurs revendiquent leur reconnaissance officielle par l'État français, toujours arc-bouté aux prérogatives hégémoniques de sa République centraliste, une seule langue, une seule culture, un seul peuple. En fait, si on doit donner une civilisation commune, non pas à la France, mais à ses habitants, on ne peut guère évoquer que celle des Gaulois, dont la grande majorité des Français peuvent encore se réclamer héritiers, et ils peuvent en être fiers. Ces Celtes de l'Antiquité y ont inventé l'agriculture moderne, les instruments aratoires en fer, piques, pioches, crocs, viennent d'eux, tout comme l'élevage, le dressage, le harnachement des bœufs et des chevaux de trait, le timon des charrettes, l'assolement et les rotations des cultures. Au passage, sachez que les Romains ne connaissaient pas le timon, donc ils ne pouvaient faire que des charrettes à deux roues.
Les Gaulois ont imaginé la plupart des méthodes de conservation. Silos pour les racines, greniers pour les grains, barriques et tonneaux pour les vins et les spiritueux, fermentation pour la fabrication de la bière, du pain, du fromage, etc. Finalement, l'image internationale du français moyen, que certains qualifient à tort de cliché dépassé, c'est-à-dire le campagnard coiffé de sa casquette ou de son béret, la baguette de pain sous le bras et la bouteille de rouge à la main, est sans doute une des meilleures représentations de ce que le milieu populaire a pu conserver de sa civilisation celtique. Et cela malgré les intentions flagrantes de faire oublier l'histoire sociale. Depuis François Ier, les rois et leurs conseillers n'ont-ils pas voulu imposer l'idée que la culture française était d'origine gréco-romaine? Louis XIV avait copié son costume sur celui d'Alexandre le Grand, il imposa cet accoutrement à Versailles et durant des siècles, les nobles se sont habillés ainsi ridiculement. Mais les peuples de France continuaient à porter les traditionnels braies de leurs ancêtres celtes, ayant donné nos pantalons. Aujourd'hui, on voudrait nous faire admettre que les racines gauloises ont été galvaudées parce que Napoléon III vouait un véritable culte à Vercingétorix, et surtout parce que l'image du guerrier vaincu par César, mais digne dans la défaite, collait parfaitement à celle voulue par les gouvernants de la Troisième République, humiliés de la déroute de Sedan contre les Prussiens et de la perte de l'Alsace et de la Lorraine. En fait, cette histoire des Gaulois n'était pas fausse. Vercingétorix a bien existé. Les Gaulois ont été battus par les Romains à Alésia à cause de leur manque d'unité due à des structures sociales non fédérées. Ils n'acceptaient qu'un chef, celui de leur ethnie. Vercingétorix eut tant de mal à les rassembler. Cela a coûté cher et pour très longtemps. Ça leur a coûté cher et très longtemps. Des centaines de milliers de morts par exécution dans les arènes romaines et des millions de paysans et artisans réduits en esclavage. Bien entendu, on peut comprendre qu'un Français issu de l'émigration ne puisse s'identifier à ces racines-là. Encore que. De là à les ignorer et au prétexte qu'elles créeraient des comportements xénophobes, il y a un pas à ne pas franchir. Le racisme existe dans les deux sens, autant chez les descendants d'immigrés que chez les métropolitains de souche. Mais les Français n'ont pas la réputation d'être sectaires. La plupart vont à la rencontre de l'étranger et aiment découvrir sa culture. Le groupe Renaissance, porteur du métissage musical créolo-celtique de la Réunion, peut en témoigner. Bernard-Henri Lévy, déclarant froidement au cours d'un débat télévisé qu'il faut réduire le caquet du coq gaulois, est un provocateur de haine, car il ne respecte pas la civilisation de la plupart des Français. Voilà pour aujourd'hui, à une prochaine fois.